Donc, je vais vous parler de l'Union Romanie Internationale et la question de l'intégration. Tout d'abord, je tiens à remercier Marcel Courtiade qui a fourni la majeure partie de la documentation à laquelle j'ai eu accès pour préparer cette communication. Alors je précise que je suis linguiste et pas spécialiste des questions de cette question, donc je parle sous le contrôle des personnes qui dans la salle ont participé à l'Union Romanie Internationale et au congrès dont je vais parler, en l'occurrence donc Marcel Courtiade, enfin dans l'ordre chronologique Ismet Yasharevich et Marcel Courtiade qui ont participé. Donc pour les questions, voilà, je pense qu'on pourra se mettre à trois pour répondre parce qu'ils en savent au moins autant que moi. Donc je vais m'interroger là sur je vais interroger le terme d'intégration, mais du point de vue d'un organe bien précis. On a parlé ce matin du concept des Roms, qu'est-ce que la politique des Roms vis-à-vis des sociétés gadgets. Là, je vais parler du point de vue de l'Union Romanie Internationale, qui est une organisation bien précise. En commençant d'abord par donner une rapide mise en contexte historique et politique avant la création de cet organisme. Ensuite, je vais décrire un petit peu qu'est-ce que c'est cet organisme et son évolution. En faisant quelque chose, je ne vais pas vous raconter les congrès les uns après les autres parce que ça serait peut-être un peu fastidieux, mais en faisant quelque chose de transversal, j'essaierai de réfléchir à l'évolution des différentes commissions, par exemple. L'évolution des rapports entre les Roms, des différents Roms des différents pays, depuis 30 ans. Non, ça fait plus, maintenant ça fait 40. Plus de 40 ans. Oui, on les voit pas grandir. Ouais. Hein. Et après, donc, je viendrai à la question de l'intégration. Donc, quelle politique vis-à-vis des sociétés gadget. Alors, rapide mise en contexte historique. Donc, on peut dire que les mouvements Roms, fait par les Roms, commencent à partir des années 30. Alors, on a vu ce matin un peu la Roumanie. Avec le Congrès national en 1934, avec des délégués qui viennent de différents pays, qui est un mouvement d'intégration des Roms qui vise à s'émanciper, à se donner de la dignité et oublier un petit peu le stigma de l'esclavage. Il y a aussi des associations qui se créent en URSS, qui sont centrées surtout sur l'éducation et la langue. Mais où les Roms n'ont pas de pouvoir décisionnel réel. C'est un petit peu trusté par le Parti communiste dans les années 20-30. On a à Belgrade une société Rome qui se crée. En Tchécoslovaquie et en Pologne, dans les années 30 également, différentes sociétés qui œuvrent à la fois à la question de l'assimilation et de l'intégration. C'est pas forcément clair, par exemple en Tchécoslovaquie, mais voilà, un mouvement, on va dire, ethnique. En 1939, la création de l'Union Romanie pan-hellénique, donc voilà, on est en Grèce, on remarque qu'on est quand même toujours à l'est de l'Europe, ceci dit. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de mouvements auto-créés, on va dire, par les Roms avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça bouge surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, avec la création de comités Roms, par exemple, dans les partis communistes roumains, bulgares et polonais. Donc on est toujours à l'est. Et dans les années 50, en France, un mouvement international tzigane, qui lance le mot tzigane pour remplacer le terme qui précédait les termes de bohémien, qui était le terme, on va dire, jusqu'au début du XXe siècle, et le terme de nomade, qui est créé en 1912, mais qui a été, on va dire, galvaudé, utilisé pour la déportation lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui est un peu acheté à la poubelle, et remplacé par ce mot. Sachant que le même terme de tzigane, par exemple en Allemagne, est le terme utilisé par la déportation, donc les Roms d'Allemagne vont essayer éventuellement d'éviter. Voilà, donc on voit qu'on a des revendications qui peuvent être différentes déjà à ce moment-là, et qui pourront être différentes aussi par la suite dans les différents pays. Il lance en 1953 la revue Études Tziganes, et voilà, on a un mouvement en France dans les années 50. On a le Conseil des Roms en Hongrie, créé en 1958. À Skopje, l'association Pralipe, donc fraternité. À Barcelone, un secrétariat gitan qui est créé. En Angleterre, en Irlande, se créent dans les années 50 et 60 des associations, des organisations roms, et notamment le Gypsy Council en Angleterre en 1965. Bon, je ne vais pas vous citer tout, mais en Slovaquie, on a en Serbie en 1969 un premier congrès national rom. Enfin, ils se mettent à bien parler de la Serbie. Alors voilà, donc je citais notamment le Gypsy Council parce que c'est cette organisation Rome anglaise, enfin Gypsy, qui organise le premier congrès de l'Union Romanie Internationale à Londres, qui ne s'appelle pas encore comme ça à cette époque, donc en 1971.
Alors, donc c'est pour ça que j'arrive là. Donc, c'est pour vous dire que voilà, on a beaucoup d'associations qui se créent, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit qu'on a quand même un centre de gravité qui est plutôt du côté de l'Europe de l'Est. Alors, qu'est-ce que l'Union Romanie Internationale? Donc déjà, où, quand? Alors, je vous projette rapidement une petite carte pour que vous ayez une idée de où et quand ont lieu les congrès, qui sont un peu les moments marquants de la vie de l'Union. Ah oui, il faut allumer. Évidemment, sinon ça ne marchera pas. On voit quelque chose? On commence. Alors, il y a eu 8 congrès de l'Union Romanie Internationale. Donc, le premier à Londres en 1971, organisé dans un lieu qui est resté caché jusqu'au dernier moment. Il y avait beaucoup de répression, il y avait peu de délégués, c'était assez difficile de se réunir, donc c'était quelque chose de semi-clandestin au départ. Donc ça s'appelait Comité international Roumanie, avec 23 personnes venant de 9 pays, qui ont, donc à Londres, qui ont... alors qu'est-ce qu'a fait ce premier congrès? Ils ont jeté les bases, on va dire, d'une auto-organisation rome, en décidant notamment d'un drapeau, qui est celui qu'on connaît toujours aujourd'hui, d'un hymne et de l'utilisation du mot rome pour s'auto-désigner. Et donc la création d'un mouvement de l'Union Romanie, enfin, donc du comité. Donc ça, c'était à Londres en 71. Ensuite, il s'est pas passé... Ensuite, il y a eu des conférences qui ont été faites en Allemagne, en France, des nouvelles organisations qui sont créées un petit peu dans différents pays d'Europe, mais plutôt à l'ouest, qui était, on l'a vu un peu en retard, entre guillemets, sur l'est. Les organisations françaises qui sont un petit peu divisées, donc ça n'arrivait pas forcément à prendre la mayonnaise, si on peut dire, et l'Inde est venue aider, on va dire, le mouvement en impulsant en 1976 un festival, en invitant les Roms, un festival Rome, pour célébrer la création d'un institut d'études Romani à Chandigarh. Et suite à ça, en faisant une résolution à Genève sur les liens historiques et culturels et historiques des Roms avec l'Inde. Donc l'Inde, en tant qu'État, a apporté son soutien aux Roms et à l'affirmation de leur origine et de leur existence en tant que culture et que nation. Donc ça, c'était en 1976. Avec un discours important d'Indira Gandhi. Oui, voilà. Et ils ont été reçus par des délégués roms, ont été reçus par la présidente, donc le président. Par Indira Gandhi. Donc Indira Gandhi qui a parlé des Roms comme étant les enfants perdus de l'Inde. 2 ans plus tard, à Genève en 1978, le mouvement s'amplifie. On a 120 délégués d'une trentaine de pays. Et une certaine quinzaine d'organisations qui reprennent un petit peu le mouvement et qui, je vais revenir après, se concentrent surtout sur la question qui se concentre beaucoup sur la question du génocide et des réparations à obtenir de l'Allemagne, enfin sur l'histoire. À tel point qu'en 1979, il a organisé une cérémonie à Bergen-Belsen où les Roms se rendent, où se rend aussi Simone Veil en tant qu'elle était présidente du Conseil européen, je crois, déportée elle-même. La même année, des Roms font une grève de la faim pendant une semaine au camp de concentration de Dachau. Donc, il y a, et donc, pour faire reconnaître l'existence du génocide. Donc, c'est une époque, dans les années 70, où on est très tourné vers l'histoire. Ça continue avec le 3e congrès à Göttingen en 81. Il devait en fait avoir lieu à Belgrade, mais suite à la mort de Tito, à des tractations, aussi pour des questions politiques, il y avait à la fois, on ne pouvait plus le faire à Belgrade, et aussi une volonté de le faire en Allemagne, où il était possible de le faire, où il y avait un financement, et avec une volonté aussi politique de le faire pour marquer la réconciliation des Roms avec l'Allemagne, et aussi pour faire pression sur l'Allemagne pour la reconnaissance du génocide et de sa responsabilité, et donc des réparations.
sachant que c'est aussi une époque où les Roms ont obtenu la reconnaissance auprès de l'ONU de leur existence comme minorité d'origine indienne, comme nation d'origine indienne. Nation, employé. Ensuite, je crois qu'on n'a plus rien jusqu'en 1990, donc près de Varsovie, où donc juste après après l'effondrement du mur, et où on a plus de ponts qui se construisent entre l'Est et l'Ouest. On a à peu près 300 délégués, donc c'est un des plus gros congrès, et on y parle, donc, outre les questions historiques, aussi d'éducation et de langue. C'est là où est adopté l'alphabet standard pour la langue romani, et où est aussi adoptée la conception d'une langue qui respecte les dialectes, enfin comme l'a dit Marcel Courtiade précédemment, et aussi le 8 avril en tant que journée internationale des Roms. Le 5e congrès aura lieu à Prague en l'an 2000. Voilà, et on continue avec une déclaration officielle des Roms comme une nation sans territoire. Le 6e congrès en Italie en 2004, avec aussi de nombreux délégués. Voilà. 2007, on a le congrès de Zagreb. 2008, pardon, le 7e congrès à Zagreb. Et là, 2013, l'année dernière, un congrès en Roumanie, mais sur lequel je vais revenir. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Sachant que voilà, pendant les premiers congrès ont plutôt eu lieu, on va dire, à l'ouest, et avec une volonté après de balancer un petit peu pour qu'il y ait aussi des congrès qui se tiennent quand même de l'autre côté du mur, de l'autre côté du bloc. Alors, rapidement sur les revendications des différents congrès, quelles ont été les revendications qui ont été portées par ces congrès. Au premier congrès, on avait surtout une demande de reconnaissance en tant que minorité nationale et comme narodnost, comme nation. Alors au sens yougoslave, c'est-à-dire non seulement un groupe ethnique, mais un groupe ethnique venant d'un autre pays, ce qui ouvre des droits mais je vais y revenir, à des droits linguistiques, à des droits culturels, des droits pour s'organiser, donc un petit peu un concept yougoslave, on va dire, qui devrait être étendu à l'Europe. Revendication de meilleurs emplacements pour les voyageurs, pour ce qui est des Roms nomades, donc notamment à l'ouest de l'Europe, et le droit à l'instruction, et une lutte, enfin un appel à la lutte contre la persécution et la discrimination. Au deuxième congrès, une insistance est plus mise sur la question du génocide, de la persécution dans l'histoire et de la demande de reconnaissance du génocide, et sur l'obtention d'un statut à l'ONU en tant qu'ONG. Au troisième congrès, l'accent est mis sur l'éducation, encore une fois, la lutte contre les préjugés, la création de réseaux et de créer le maximum de liens entre les différentes organisations des Roms dans les différents pays. Le quatrième congrès, donc, comme je l'ai dit, c'est la commission de la langue qui a peut-être le plus œuvré donc, avec l'alphabet. Et voilà pour les différentes organisations. Sinon, après, les congrès, après, à partir de celui de Prague, sont aussi préoccupés de la question des Roms du Kosovo suite à la guerre, donc sont préoccupés du sort des Roms du Kosovo pour essayer d'avoir un rôle de médiateur entre les différentes puissances dans la guerre, Serbie, le Kosovo, et pour surtout essayer que les Roms du Kosovo obtiennent le statut de minorité au même titre que les trois autres groupes présents dans le conflit, donc les Albanais, les Serbes et les Turcs. Donc, et aussi avec la question... Exactement ça. Et que les Roms aient le statut de nation constitutive de l'État, oui, du futur État. Au même titre que les Albanais, les Turcs et les Serbes. Ce qui a été accepté par les Kosovars eux-mêmes, mais ce qui a été détruit ensuite par Ahtisaari, qui n'a laissé que 2 nations constitutives, les Serbes et les Albanais, les Roms et les Turcs étant des minorités, au même titre que les Golan, les Monténégrins. Narodnost. Comme si. Et avec la question aussi de retour, pour qu'il n'y ait pas de retour forcé des personnes qui ont été chassées, mais que voilà,
avec la question après la guerre du retour. Donc, enfin, il y avait quand même pendant le début des années 2000 cette préoccupation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être. Je passe au... Alors, l'Union Romanie Internationale a, on va dire, des organes directifs et exécutifs, avec un président, un présidium, et puis d'un congrès à l'autre, il y a un parlement qui se réunit avec des délégués qui sont élus à chaque congrès, donc avec une proportion du nombre de pays, etc. Et par ailleurs, il existe aussi des commissions qui vont travailler sur des thèmes spécifiques, qui se réunissent. Enfin, il y a aussi, bon, il y a différents organismes au sein de l'Union Romanie Internationale, et je vais essayer de parler un petit peu ici des commissions, c'est-à-dire des groupes thématiques, de groupes de réflexion et d'action thématiques qui sont mis en place. Au premier congrès, il y en a 5 qui sont mis en place. Une première commission sur la langue qui, dès 1971, appelle à la création d'un alphabet ou à la création et l'utilisation d'un alphabet standard qui permettrait aux différents Roms de pouvoir écrire leur langue sans devoir passer par les orthographes respectives des pays respectifs qui oblitèrent la lecture et la compréhension écrite. Mais il n'y avait pas d'email à l'époque, hein, donc par ailleurs la communication écrite n'était pas forcément non plus très facile. Vous savez mieux que moi. Si, il y avait des communications écrites, il y avait, mais il y avait peut-être moins des publications. En quantité qu'aujourd'hui. Non, il y avait plus de gens qui écrivaient. Non, c'est différent. On ne peut pas comparer. Une commission culture qui n'a pas forcément... Il y avait beaucoup d'échanges par lettre. Ah, d'accord. Parce que le téléphone était cher à l'époque. Il y avait beaucoup surtout dans les pays de l'Est, la plus grande plainte de Saïd Balic, par exemple, c'est de dire que la moitié de mon salaire passe en affranchissement. Ah. Parce qu'il écrivait avec tous les autres. Et c'était énorme le prix des... Donc ça voulait dire qu'ils écrivaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'échanges. Une commission éducation, une commission sociale de l'intégration et une commission des crimes de guerre. Donc des réparations, surtout sur la question des réparations, c'est surtout celle-ci qui a été active, donc sur des questions historiques et voilà, sur la déportation, le génocide en fait. Au deuxième congrès, on crée une commission de l'ONU, une commission qui est chargée des relations à l'ONU et de porter les revendications auprès de l'ONU, une commission UNESCO, une commission des droits de l'homme, une commission des affaires sociales qui se préoccupe aussi d'obtenir le statut de nation pour les Roms, une commission culture, je l'ai déjà dit, alors toujours la commission des crimes de guerre et de l'histoire qui au deuxième congrès est la plus importante peut-être, qui veut se préoccuper d'étudier la question du génocide, d'écrire et de traduire le maximum de livres et d'obtenir des réparations à la fois individuelles pour les familles, les survivants et leurs familles, et collectives de la part de l'Allemagne, sachant que ces fonds après devraient servir surtout pour l'éducation en fait, pour les jeunes. Les fonds collectifs devraient être affectés, on va dire, à la commission éducation, si on peut dire. Commission éducation qui, elle, est chargée d'inventer du matériel pédagogique et d'améliorer les discussions entre les Roms des différents pays, enfin les organisations des différents pays, et de combattre l'illettrisme, d'une part, et d'autre part, essayer d'obtenir plus de formation technique, universitaire, un peu à tous les niveaux pour les Roms, afin de créer une intelligentsia, je cite, mais ce qui demande bien sûr des financements. Et enfin, la commission de la langue qui se penche sur deux questions à ce deuxième congrès. D'une part, l'adoption d'un alphabet standard qui revient sur la table. Il y a des propositions qui sont faites, qui ne sont pas acceptées, et on essaie de chercher un compromis à partir de livres déjà existants, notamment la bibliographie de Tito que tu ne nous as pas montré, qui a été donc écrite en Roumanie. Il n'y a pas beaucoup forcément de livres écrits en Roumanie à cette époque, de livres officiels à ce niveau-là. Elle avait été traduite en Roumanie. Ah, c'est vrai, elle n'a pas été écrite. L'original a été écrit en serbo-croate, la langue existait à l'époque, et ensuite traduite dans toutes les langues sauf en roumain. Ah, pourquoi? Sauf en roumain. Deuxième question sur laquelle se penche la commission.
les emprunts, donc le vocabulaire, la question des emprunts, c'est-à-dire des emprunts du vocabulaire quotidien qui sont, enfin, des mots du vocabulaire quotidien empruntés aux langues locales qui donc empêchent une bonne communication, éventuellement empêchent une bonne communication des Roms d'un pays à l'autre, et en suggérant qu'il faudrait emprunter des mots du hindi qu'on romaniserait, c'est-à-dire qu'on adapterait au romani du point de vue phonologique et morphologique. Et pour ce qui est du vocabulaire moderne, technologique, technique de la vie, enfin du vocabulaire technique, l'adoption des internationalismes, je ne sais pas moi, comme computer, ou bien, je ne sais pas, digitalisé par exemple, qu'on emprunterait donc à la langue internationale, au globish, et qu'on romaniserait là aussi. Donc voilà. Voilà, ce sont les deux questions un peu qui ont agité là, le deuxième congrès. Je passe au quatrième congrès qui a su, mais bon, vous pourrez en parler mieux que moi, qui s'est surtout penché sur la question de la langue. Donc c'est là où la commission de la langue a été la plus active et a travaillé pendant 2 jours entiers avant le congrès afin d'arriver à un consensus autour d'un alphabet commun qui a été adopté à la quasi-unanimité par la commission, puis après voté pendant le congrès, avec le soutien de l'UNESCO. Et qui a été mis en place après, donc, par exemple en Roumanie, dans le système scolaire et universitaire. 2 revues sont lancées suite à ça, Rom-Podrom et Informația Colil, donc Rom-Podrom qui existe encore et Informația Colil qui s'est arrêté au bout de 5 ans à peu près. J'ai sauté le 3e congrès. Alors, rapidement, je reviens peut-être au 3e congrès, donc à celui de Göttingen en Allemagne, en 81. Où la question du génocide avance un petit peu, on va dire, suite donc, aux commémorations en 78 et 79 que je mentionnais à Bergen-Belsen et à Dachau, et où, on va dire, du point de vue des Allemands, ça avance, et où on va dire le lobbying peut-être commence à obtenir son effet, mais ceci dit, l'argent arrivera plus tard. Et une commission Union européenne, enfin non, à l'époque c'est la CE, donc, qui se charge de faire pression pour les Roms de l'Ouest obtenir de meilleurs emplacements pour les voyageurs, qui là aussi va faire son effet. Par exemple en Angleterre, il y aura quelques avancées qui seront faites pour les Roms, pas en France à mon avis, mais en tout cas en Angleterre, il y a un petit peu quelque chose qui est fait. Et sachant que une délégation, à la fin du congrès, une délégation va y à Strasbourg et une autre à Genève pour porter les résolutions. Donc bon, voilà, là il y a un petit peu d'action qui est faite, notamment pour obtenir le statut de minorité et d'observateur ONG à l'ONU. Ce qui est acquis en 91. Voilà, 10 ans plus tard. Alors, bon, je vais arriver à celle de l'année dernière, le dernier congrès de 2013, pour vous donner rapidement un panorama de combien il y a de plus en plus de commissions, on va dire, qui se réunissent. Là, il y en a 14 qui existent l'année dernière, donc on voit qu'il y a plus de champs qui sont couverts, de champs d'action et de réflexion et d'action qui sont couverts par cet organisme. Alors, quelque chose qu'on pourrait qualifier d'affaires étrangères, d'une certaine manière, donc relations avec les États, finances et économie, on a toujours la culture, l'éducation, les droits de l'homme, et après, des commissions qu'on pourrait dire aréales ou géographiques, une commission pour les relations avec les pays de l'Union européenne, les pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne, Asie et Australie, Amérique du Nord et du Sud, une commission médias et une commission femmes et familles. Plus les anciennes commissions, donc la commission politique, la commission langue et culture, la commission de l'Holocauste, l'éducation et les problèmes économiques et sociaux, mais qui ça sont des anciennes. Sachant qu'elles ne sont pas toutes actives. Et ce qui est, je trouve notable, c'est qu'il y ait des commissions par zone géographique, ou bien en tout cas par groupe de pays. Alors, quelle est l'évolution qu'on peut noter, on va dire, d'un congrès à l'autre depuis ces 40 ans? On peut dire que d'une part, il y a de plus en plus de délégués d'un congrès, enfin, au fur et à mesure des années, venant de plus en plus de pays. Que l'Inde s'est révélée un allié assez important, on va dire, pour le mouvement, en tout cas dès le 2e congrès, qui a aidé à la reconnaissance du peuple rom en Europe.
donc les faits marquants, donc l'Inde, le soutien de l'Inde, la reconnaissance du statut en tant que minorité d'origine indienne, la représentation à l'ONU. Au 6e congrès, on a la création du forum, enfin forum Rome, ça c'est le forum. Non. Pas par une Romaine, mais qui a été accepté par le. Oui, c'est-à-dire que le. Mais terminé, on en parlera du. Qui est contesté, mais qui en tout cas peut être vu comme quelque chose, on va dire, un pas qu'ont fait les institutions envers peut-être envers les Roms. Enfin, mais ça reste quelque chose de bureaucratique, ceci dit. Et d'effectif surtout. Ouais. Au 7e congrès, alors du point de vue du Parlement, c'est-à-dire de l'organe qui se réunit, on va dire, entre chaque congrès, un peu, on va dire, une transformation aussi des délégués qui composent ce Parlement, avec plus donc vous disiez, de Roms issus du système de la crise, qui sont des personnes qui sont habituées à négocier, alors, je ne sais pas si vous en parlez, et qui, on va dire, ont une façon, vont avoir une approche politique différente, parce que l'organisme qui est chargé d'être en relation avec l'ONU, l'UNESCO, etc., c'est avec une approche politique assez occidentalisée, on va dire assez habituelle à tout ce qui est bureaucratie, eurocratie, alors que là, on a récemment, on va dire depuis une dizaine d'années, des Roms qui ont une façon plus Rome d'aborder la politique, y compris dans les relations avec les eurocrates, quoi. Mais bon, enfin, vous pourrez en parler mieux que moi. Donc, peut-être une approche un petit peu différente. Ceci dit, moi, ce que j'ai pu voir, par exemple, des programmes des 2 derniers congrès, le 7e et 8e congrès, c'est que les congrès sont de plus en plus courts et il y a moins de discussions en commission, moins de discussions en plénier. On voit qu'il y a beaucoup de discours, il y a de plus en plus de soutiens internationaux, par exemple, c'est-à-dire que le dernier congrès en 2013, la première journée entière, presque, était consacrée à des messages de soutien de personnes encravatées diverses, enfin de gadgets en l'occurrence du coup, de différents pays, de différentes institutions. Donc c'est bien, il y a de plus en plus de soutien international, mais moins de temps de parole, j'ai envie de dire, peut-être pour les Roms et pour les commissions et pour la discussion. Du coup, la discussion se fait ailleurs, elle se fait au Parlement, elle se fait au Pause Café, je sais pas, elle se fait... Et la deuxième journée, par exemple en 2013, était consacrée au vote et aux élections. Donc du coup, il n'y a quasiment pas de temps de réflexion en fait. Ça tient aussi au fait que ça s'est passé en 2 jours, alors que les premiers congrès, c'était 3 ou 4 jours. Par ailleurs, au premier congrès, il y avait un petit peu un saupoudrage entre les discours de soutien et les réflexions. Il n'y avait pas de journée entière consacrée au discours. Ce qui donne l'impression un peu que le congrès devient une chambre d'enregistrement un petit peu des discussions qui ont eu lieu ailleurs, avant, à d'autres moments. Mais peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je vais compléter. Effectivement, il y a des messages de soutien. J'avais oublié qu'au congrès de Zagreb, il y a eu un message de soutien très bien rédigé, d'ailleurs, de M. Kouchner, qui avait envoyé au nom de Sarkozy. Et le texte était pas mal du tout. Bon, on y retrouvait un petit peu notre littérature dedans, puisque ça avait été repris de documents qu'on avait fait passer, mais c'était signé Sarkozy, Kouchner. Et c'est important. Alors, pourquoi les congrès deviennent plus courts? Il y a moins d'argent peut-être pour... Non, c'est pas ça. C'est parce que l'obsession, c'est devenu une obsession de les faire tous les 4 ans. Et préparer un congrès, ce n'est pas facile. C'est déjà pas facile quand on fait un congrès de Basques qui sont à peu près tous sur la même zone, sauf les Basques d'Argentine, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas la majorité. Mais alors, quand on a une population qui est sur pratiquement tous les continents, et en Europe, en tout cas, dans tous les pays, sauf le Vatican et les îles Féroé, ça fait beaucoup de logistique à laquelle on n'est pas préparé, bien sûr. Mais c'est cette obsession, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, qui vient du fait qu'entre le 4e congrès à Varsovie en 90 et celui de Prague en 2000, il s'est écoulé 10 ans, et beaucoup de gens ont été extrêmement frustrés par ça. Il s'est écoulé 10 ans pour une raison très simple, c'est que le président élu à Varsovie, Rajko Đurić, a dû quitter la Serbie du jour au lendemain, avec sa chemise pour tout bagage,
pour partir comme réfugiés politiques à Berlin. Et quand des gens d'une importance comme ça se retrouvent réfugiés politiques dans la rue, il a mis plusieurs années pour obtenir son statut. Je me rappelle le nombre de lettres qu'on a fait aux différentes instances allemandes avec des explications très détaillées sur ce qui se passait en Serbie. C'est évidemment, ça ne peut pas marcher très bien. Donc il y a eu 10 ans, plus il y a eu une tentative de suicide de la part de Raiko, etc. Donc ça fait des problèmes énormes. Il y avait la pression des groupes de restitution ou de réparation de guerre, qui étaient ceux qui devaient payer, mais qui ne voulaient pas payer, et qui payaient mal. En fait, c'est toute une histoire, ça. Qui s'est amené à ce suicide, parce que quand ceux qui doivent payer payent mal, on accuse le Rome qui est en face d'avoir volé, ce qui n'était pas le cas, évidemment. C'est un système très compliqué, ces réparations de guerre. Et donc ça l'a amené une tentative de suicide. Pendant ce temps-là, pendant 1 an, il est resté pratiquement... il n'a jamais repris sur son état d'avant. Donc évidemment, on ne pouvait pas faire un congrès dans ces conditions. Jusqu'au moment où l'accession de la Tchécoslovaquie, c'était encore la Tchécoslovaquie à l'époque, c'était déjà la République tchèque, c'était déjà la République tchèque, où la République tchèque était en période d'accession. Alors comme beaucoup de pays en période d'accession, ils font tout un tas de choses pour les Roms, juste pour justifier par rapport à Bruxelles qu'ils sont bien gentils avec leurs Roms, donc ça a été payé. Et là, je me rappelle, on a eu d'autres jours de discussion avant le congrès proprement dit, dans un château à côté de Prague. Tout ça, ça a été payé par les Tchèques. Ils ne lésinaient pas sur les dépenses pour rentrer dans l'Union européenne. Et il y a eu des discussions de qualité à ce moment-là, effectivement. Pas de très bon goût, parce que Raiko a été bombardé d'insultes qu'il ne méritait pas. Mais il a donné mais c'était intéressant, les insultes elles-mêmes étaient intéressantes. Ça montrait, c'était le reflet de certaines analyses qui étaient faites par des gens de Suède, d'Espagne, etc., qui voyaient les choses de très loin, de Scandinavie surtout, et d'Allemagne, et de Pologne un petit peu. Et la réponse de Raiko jusqu'à aujourd'hui, je pense que jusqu'à ma mort, je regretterais de ne pas avoir enregistré, parce que il a improvisé sa réponse, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. De qualité même comme perspective. Raiko était un mauvais organisateur, mais un excellent visionnaire. Il avait une vision du Rome, de la nation Rome, puisqu'on dit nation depuis 2000, qui est remarquable dans ses rapports avec le reste de la société. Mais ça crée une frustration, et depuis, les gens insistent pour avoir tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, quand on s'y prend au dernier moment, évidemment, on ne peut pas faire de vrai. Par ailleurs, tout le monde n'est pas forcément prêt, et puis si... c'est rigide, enfin, du coup, oui, mais si c'est bien passé en 4 ans... En plus, ce qui se passe, c'est que ceux qui vont payer, parce que c'est leur intérêt, comme les Tchèques ont payé, comme les Croates ont payé, comme le Conseil de l'Europe a payé en 2004, etc., ceux qui vont payer, ils n'ont pas intérêt à avoir un long congrès. Ils disent, c'est 2 jours ou rien. Nous, on vous paye parce que nous, les Croates, on veut rentrer dans l'Union européenne. On veut montrer qu'on est gentil avec... C'est vrai qu'on a tué tous les Roms jusqu'au dernier pendant la guerre, sous Artukovic. On le sait, ça. Bon, mais maintenant, on veut montrer à l'Europe qu'on est gentil avec les Roms. Donc, on vous paye 2 jours, point final. Il y a eu évidemment des échanges à Zagreb. Mais bon, de façon... Si, à Zagreb, il y a eu une réunion importante du Parlement. À côté de la réunion du Congrès proprement dit, il y a eu 3 jours de Parlement où beaucoup de choses ont été traitées, notamment les problèmes des Roms dans les pays du Nord, en Scandinavie, qui semble être une région idyllique pour tout le monde, mais en fait, derrière l'hypocrisie de façade, c'est pas tellement plus facile que dans certains pays de l'Est. Et à Sibiu, c'était... Mais je voudrais parler Terra Ferrazzana, avant, le congrès d'Italie, qui lui aussi était financé par un organisme extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des demandes auprès du Conseil de l'Europe et auprès de l'Union européenne, de la Commission européenne, des demandes
de reconnaissance d'une entité rome sous une forme ou sous une autre. Et évidemment, ça dérangeait beaucoup les structures européennes qui sont habituées à penser par des frontières. Si on passe par des frontières, ça va très bien. Mais si on est en dehors des frontières, là, tout est européen, bien sûr, dans la théorie. Mais quand on passe à la pratique, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et évidemment, tout ce qui était présenté, c'était au niveau transfrontalier, transeuropéen, transnational, comme on disait aussi, etc. Et ça dérangeait beaucoup, d'autant plus qu'il y avait reconnaissance de la langue. Et il faut dire que le Conseil de l'Europe, à l'époque surtout, maintenant c'est un petit peu changé, le directorat des politiques linguistiques, qui était dirigé par M. Shales, dont j'oublie le prénom, enfin Shales est un Irlandais, était tout à fait contre le pluralisme linguistique. C'est-à-dire que dans la politique qui est menée, les langues minoritaires devaient avoir une façade. Par exemple, apprendre à dire bonjour, au revoir le samedi, dans l'école du samedi, pour ceux en optionnel, mais pas du tout être utilisé comme langue pour penser, pour réfléchir, pour construire, pour délibérer, pour échanger. Non. On devait pouvoir... C'était un petit peu du folklore. C'était un petit peu la politique de Franco. Hein. Franco faisait la promotion du catalan et de la sardane pour danser, pour réciter quelques vers folkloriques. Et puis, en dehors de ça, il n'y avait pas de catalan. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il s'appuyait sur le rapport David Rotkopf, si ça vous dit quelque chose, de 1991, conseiller à la Maison-Blanche, qui disait nous devons créer un monde favorable au commerce international en détruisant les éléments subversifs des cultures, qui sont les langues, certains aspects des religions, les philosophies traditionnelles, l'histoire, etc. Mais pour ne pas paraître barbare, nous devons promouvoir les éléments non subversifs des cultures, qui sont les plats nationaux, les fêtes cycliques, les vêtements traditionnels, les danses. Chansons, voilà. Ça, c'est le rapport Rotkopf, je vous cite pratiquement mot à mot. Et dans l'idée de Rotkopf, on devait avancer vers un monde où les langues des minorités devenaient une petite façade où on apprend à dire bonjour, bonsoir, et quelques mots, et à danser un petit peu. Et puis que ça devait passer aux langues des petits pays, genre Lettonie, Estonie, Malte, etc., qu'eux-mêmes devaient passer à l'anglais tout en gardant une langue de façade. Et puis ça devait aller vers un anglais qui permettrait, comme il le disait lui-même, d'avoir un marché mondial pacifique et sans conflit pour que le business marche. Voilà. Et ça, c'était un petit peu la politique de Shale. Est-ce qu'il le voulait, est-ce qu'il ne le voulait pas, j'en sais rien. Mais on retrouvait dans ces déclarations des choses très semblables à Rotkopf. Et en particulier, le romani était pour lui une langue qu'il ne pouvait pas avoir. Je me rappelle lui avoir apporté une pile épaisse comme ça de livres publiés en romani, parce qu'il m'avait dit qu'il n'y a aucune publication en romani. Donc le lendemain, je suis retourné avec une pile de livres comme ça, voilà, je vous offre ça pour votre bibliothèque, et il m'a sorti un fascicule, Romani Europe, qui avait été écrit par une dénommée Mihaela Zatreanu, officiellement. Quand je lui ai téléphoné, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais écrit ça, donc ils avaient mis un faux nom. Qui disait que les Roms voulaient se dire bonjour, bonsoir quand ils se rencontraient dans le métro, Sokeles, Toves Bartalo, etc. Mais que pour parler des choses sérieuses, c'est-à-dire qu'ils donnaient hey, Kaijas, et que pour répondre à la question où est-ce que tu vas, on commençait à dire je vais à tel bureau pour faire telle ou telle démarche administrative, etc. Donc ça c'était le sujet de ce fascicule que vous pouvez trouver sur Internet. Je pense qu'il y est toujours. En tout cas, j'en ai quelques exemplaires que je garde pieusement. Voilà. Donc, il y avait une position qui était assez négative vis-à-vis de tout ce qui n'était pas
le stéréotype du Rome, musicien, retardé mais si gentil, agressif mais c'est pas de sa faute, voleur mais il avait eu une meilleure éducation que les sociétés lui ont refusé, il ne serait pas aussi voleur, etc. Donc c'était tout ça qu'il voulait garder quand il parlait de la promotion des Roms. Évidemment, les groupes roms dont vous avez parlé, des différents pays, surtout ceux d'Espagne, qui sont très très forts et bien organisés, disaient le contraire. Donc ils nous ont dit de faire un front commun. Et nous ont dit, voilà, vous faites un standing conference qui sera l'interlocuteur, parce que nous, on veut voir qu'une tête. Nous, on veut voir un interlocuteur unique. À quoi j'ai dit que c'était sans doute une excellente idée et qu'effectivement, on n'avait pas été capable de faire un interlocuteur unique, mais on avait besoin d'un modèle. Et je proposais que M. Bush et M. Ben Laden se rencontrent pour qu'ils se mettent d'accord entre eux et que nous aussi on a un interlocuteur unique quand on parle aux autres. Bon, ça n'a pas vraiment plu au Conseil de l'Europe, mais c'était l'idée qu'on avait présentée. Donc la Standing Conference, ça n'a pas marché. Ils avaient voulu faire ça dans l'esprit de Helsinki. Helsinki, c'était au départ, à l'époque de la... pas l'OSCE, mais la CSCE, avant, c'était un processus. Donc le Standing Conference, ça devait être le processus où, de façon informelle, on apportait un interlocuteur unique aux autorités européennes. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont monté le forum des Roms et gadgets du voyage. Ça s'appelle officiellement des gens du voyage. Parce qu'au départ, ça a été une idée de Mme Halonen, la présidente de la Finlande, de faire un forum des Roms. Que la Finlande avait perdu beaucoup de son économie. Elle voulait investir dans le politique, dans l'idéologie et apporter des choses nouvelles à l'Europe. Avec la chute du mur, la Finlande avait servi de sas pour beaucoup de contrebande entre les deux. Tout ce que l'Occident ne pouvait pas vendre à l'Orient, etc. Enfin, au bloc soviétique, c'était la Finlande qui se servait et qui s'est beaucoup enrichie là-dessus. Donc quand c'est tombé, elle a voulu investir dans les questions d'idéologie apportée à la démocratie, etc. D'où l'OSCE, le processus d'Helsinki. Et ça devait se servir de modèle. Bon, ça n'a pas marché. Donc ils ont proposé de faire ce forum. C'est Mme Halonen qui a proposé ça. Et c'est passé par le Conseil de l'Europe qui a envoyé à tous les pays. Et Chirac a pris son téléphone personnellement. Il a dit qu'en France, il n'y a pas de Roms. En France, il n'y a que des gens du voyage. Et que la France accepterait de signer l'accord uniquement si on introduisait les gens du voyage. Donc, Mme Halonen a ajouté forum des Roms et des gens du voyage. Quand parmi les gens du voyage, il y a des Roms et des gadgets, que les Roms sont déjà compris dans le mot Rome, c'est pour ça qu'on dit les Roms et les gadgets du voyage. Donc, cette espèce de bête hybride qui continue à survivre parce qu'elle est financée notamment par la Finlande, mais même aussi par d'autres pays. Donc, c'est ça. Et pour avoir une légitimité, ils ont demandé à des structures roms internationales. Donc les églises évangélistes roms ont donné leur accord, ce qui était normal, puisque l'une des principales représentantes était une Finlandaise, qui était une amie de Mme Halonen. Ils ont demandé au Roman National Congress de Hambourg, qui est un système de revendication agressive, qui a donné son accord. Mais en échange, le président est devenu le président du forum. Et ils ont payé le congrès en Italie, à Petra Ferrazzana, pour que le congrès dise qu'ils sont d'accord avec la création du forum. Et on a eu un représentant du Conseil de l'Europe qui est venu nous dire, dans le rapport, qu'est-ce qu'on va mettre? On n'a plus le temps de discuter. Il dit, vous mettez ce que vous voulez, mais il faut qu'il apparaisse que le congrès des Roms soutient l'initiative de créer un forum. Alors après délibération entre les différents membres, il était accepté de le dire d'une façon assez comment on pourrait dire, pas très claire. Et c'est passé comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle les congrès sont plus rares,
du fait qu'ils sont payés par des structures qui ont besoin de ce congrès pour justifier, comme le Conseil de l'Europe, comme les Tchèques en 2000, comme les Croates en 2008, à la veille, dans leur processus d'accession à l'Europe. Quant à celui de Sibiu, qui a eu lieu, ça fait un an aujourd'hui, on va vous montrer des photos d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de retrouver les photographies des congrès précédents, mais on va les mettre avec votre article en ligne. C'était quelque chose d'autre, c'était payé par l'Église évangélique, dans des conditions assez bizarres d'ailleurs, parce que l'hôte de choix, l'hôte de, comment on dit, l'invité d'honneur, n'était autre que monsieur, come si chiama tipo fascito a momitat? No, Vatra Romaniasca. Președintele. Tudor, il s'appelle Tudor Vadim, voilà. Vadim, ça revient à ça. Vadim Tudor, qui est un tziganoclaste, un tziganoctone, tout ce que vous voulez, était l'invité d'honneur. Il a fait un discours de 5 minutes à peu près. Un discours assez intéressant en fait. Il a commencé en disant qu'il ne fallait absolument pas dire le mot Rome. Rome, c'était une invention. Jamais personne n'avait dit Rome, il faut dire tzigane. Lui, quand il était petit, disait tzigane, donc il faut que tout le monde dise tzigane. Pendant 2 minutes, c'était son sujet. Il faut dire tzigane, il ne faut pas dire Rome. Et dans la deuxième partie, il a dit, mais de toute façon, je vous remercie, vous les Roms, qui m'avez invité à ce congrès Rome. Et il a dit Rome jusqu'à la fin du discours. Alors ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que vous n'êtes pas plus bêtes que les Gradjés. En fait, il faut qu'on vous donne des places, des maisons, de l'argent, du travail, de l'école, avec un schéma politique assez bizarre, dans lequel on aurait un État, l'État roumain, qui serait une sorte de, je sais pas, de producteur, comme un pâtissier qui fait des gâteaux, et qui distribuerait les gâteaux aux citoyens. Moi, toi, tu es Rome, voilà quelques gâteaux, et toi, tu es hongrois, voilà quelques gâteaux. Comme si le travail, comme si les diplômes, comme si l'école, comme si les maisons, comme si, etc., tout ça, c'était des cadeaux qu'on peut offrir à tel ou tel groupe pour les sortir. Donc c'était vraiment très primitif comme intervention. J'ai compris que ce n'était pas lui qui était le plus dangereux dans son mouvement. En revanche, les jeunes qui étaient autour de lui, ils m'ont fait peur. Je dis franchement, ils m'ont fait peur. En fait, c'est un détail. Alors là aussi, dans la mesure où c'était les églises, l'église évangélique dont fait partie, puisque le président qui a été élu était en même temps roi. On parle ici de cumul des mandats. Lui, il était roi, pasteur et président. De temps en temps des présidents-ministres, comme en Bulgarie, mais des rois présidents-pasteurs, c'est bien le seul à ma connaissance. Et il est mort, le pauvre homme. C'était en titre personnel, c'était quelqu'un de bien. Mais bon, c'est l'histoire de sa famille qui a fait de lui ce roi président-ministre et pasteur. Voilà, donc dans ces conditions, il y a eu effectivement, il y a eu quelques discussions. Il y a eu quelques discussions plus qu'à Zagreb, mais c'était très limité. Les discussions essentielles ayant eu lieu entre les Russes, les Roms de Russie et les autres. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails de ces discussions, mais ça a marqué un pas, parce que les Roms de Russie en étaient restés un système extrêmement rigide de pensée et de relation avec les autres, estimant qu'ils sont les seuls, les vrais, etc. Et là, il y a eu un assouplissement des leaders des organisations de Russie. Voilà. À noter par ailleurs que lors de ce congrès, alors je ne sais pas si c'était le cas auparavant, mais en 2013, tout le programme était en bilingue, voire en trilingue, non, enfin au moins en roumain et en romani, mais sans l'utilisation de l'alphabet standard. C'est un alphabet, on va dire, roumain qui a été utilisé, mais sans signe diacritique du roumain, ce qui fait que c'est relativement difficile à lire, je pense à la fois pour un Rom de Roumanie, mais alors encore plus pour un Rom d'un autre pays. Oui, les autres congrès étaient en Roumanie normale, écrits en alphabet standard, etc., voilà, en tout cas depuis Varsovie. Et par ailleurs, si on compare avec le programme en roumain,
des fois, il y a des choses qui ne correspondent pas. Par exemple, il y a des commissions ou des discours qui disparaissent d'une version à l'autre. Donc voilà, j'ai l'impression que ça a été fait un peu à l'arrache, la préparation. Mais ça a été fait par les curés, par les évangélistes. Mais sans même utiliser du coup l'alphabet dont s'était doté l'Union romanie elle-même, en fait. Oui, ça, c'est une spécificité de Sibiu. Et effectivement, du fait que les gens qui l'ont fait sont des analphabètes inspirés par Dieu et qui ne les inspirent pas forcément orthographiquement correct. Dernière remarque par rapport à l'évolution entre les différents congrès, c'est qu'on peut remarquer que chacun de ces congrès, à chaque fois, a permis quand même de faire un pont entre les Roms de l'Est et de l'Ouest, ce qui est quand même notable à l'époque où il y avait de la guerre froide. Et ce qui est aussi notable pour arriver un peu à la fois une connaissance et une compréhension entre les différentes les cultures des Roms dispersés. Je vois deux points par exemple sur lesquels il peut y avoir une incompréhension entre les Roms des deux parties à peu près de l'Europe. L'éducation d'une part, c'est-à-dire que d'une certaine manière, en fait, les Roms des pays de l'Ouest sont, malgré le fait qu'ils vivent dans des pays plus riches, sont moins, il y a moins d'intelligentsia, ils sont moins lettrés que les Roms des pays de l'Est, malgré le fait que ce soit des pays moins riches. Je vois dans les différents rapports que j'ai pu lire, notamment des années 70 et 80, que les Roms des pays de l'Ouest étaient très étonnés de voir arriver des délégués qui étaient docteurs, professeurs, etc. Alors que parmi les délégués de l'Ouest, il y avait des gens pas forcément illettrés, mais enfin à peine lettrés. Voilà, donc ce qui amène à des revendications différentes du point de vue de l'éducation, c'est-à-dire que pour les Roms de l'Ouest, la priorité c'est la scolarisation de masse, même si c'est en langue gadjikani, voilà, c'est que tout le monde, parce que voilà, à l'Ouest, l'école rejette les enfants, notamment ceux qui sont voyageurs. Tandis qu'à l'Est, où il y a beaucoup plus d'alphabet, où il y a beaucoup plus d'alphabétisation, enfin en tout cas à l'époque, les revendications étaient plus centrées sur le contenu de l'éducation, c'est-à-dire les valeurs transmises, puisque l'école reste quand même un moyen de conditionnement, donc de pouvoir avoir des valeurs roms transmises par l'école et des enseignants roms et un enseignement dans la langue. Ce qui n'est pas forcément n'était pas forcément une priorité pour les Roms de l'Ouest. D'autre part, du point de vue pour ce qui est du logement, c'est-à-dire que pour les Roms de l'Ouest, il était très important de revendiquer une amélioration des conditions de vie, y compris pour les voyageurs, ce qui n'était pas forcément compris des Roms de l'Est, pour qui le nomadisme, entre guillemets, n'était pas forcément... était rejeté, voire était vu comme une espèce d'arriération, et que voilà, oui, vous avez des problèmes de logement, vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas scolariser vos enfants, vous avez des problèmes d'emplacement, mais sédentarisez-vous, le problème sera réglé, vous mettrez vos enfants à l'école, vous aurez l'électricité, vous aurez moins de problèmes de logement. Donc là, il y avait une incompréhension aussi. Les Roms des pays de l'Ouest se sentaient incompris, on va dire, des Roms de l'Est. Voilà, sachant que... Voilà, c'est à peu près les deux points de pierre d'achoppement, je vois. Mais de ce qu'on voit des résolutions qui en sont des avec textes... un bémol pour l'Espagne. Avec un bémol pour l'Espagne, puisque il y avait quand même une intelligentsia, il y a toujours une intelligentsia gitane importante, avec des gitans qui sont dans toutes les branches de l'activité en Espagne. Et ceci beaucoup plus qu'en France, où la tendance, c'est quand un Rome arrive à une certaine place, jusqu'à il y a 20 ans à peu près, c'était de faire tout pour que personne ne sache autour de lui qu'il était Rome. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne. Y compris chez les Roms de l'Est qui viennent ici. Parce que les Roms de l'Est, les Roms yougoslaves venant ici, voient que les Roms français arrivant à une position un petit peu intéressante font tout pour qu'on ne les identifie pas en tant que tels. Parce que du coup, ils viendront des gens du voyage, entre guillemets, ceux qui n'existent pas, et ils sont très mal vus. On aurait des quantités d'exemples à donner. Donc les Roms des pays de l'Est, venant ici, reprennent la même stratégie de devenir invisibles. Donc ceux qui sont visibles, c'est uniquement les gens qui sont le plus bas dans la hiérarchie sociale. Donc du coup, c'est ceux qui alimentent, c'est les seuls Roms entre guillemets, c'est ce qui alimente tous les discours des médias, des politiques, qui soient d'ailleurs d'origine française ou catalane ou hongroise.
Mais ceci dit, voilà, je pense Je dis qu'à en gros tout à fait au hasard. Hein. J'aurais pu dire, je ne sais pas, du Vatican. À chaque fois, je remarque que les résolutions qui sont, enfin les textes qui en sortent, prennent bien soin à chaque fois quand même de ménager les deux, les différentes positions. Donc ça fait qu'on a des listes de revendications bien, qui sont avec des choses vraiment très différentes, telles que voilà, on revendique des meilleurs emplacements, avec des choses très concrètes, très pragmatiques sur les emplacements, et à la fois des revendications culturelles plus avancées. Donc, mais à chaque fois, j'ai l'impression que quand même, on arrive à un consensus où les points de vue sont respectés au niveau des textes qui sont produits après les discussions. Je pense que le texte le plus intéressant, c'est celui du RANELPI, qui a été remis à jour il n'y a pas trop longtemps. Vous pouvez le trouver en une dizaine de langues sur www.roma avec deux R, RROMA, tiré du milieu, je crois, et europa.eu. Je sais pas si qui a été critiqué par la CIA dans une publication il y a quelques années comme étant inacceptable parce que trop archaïque. Alors, je vous invite à lire ce texte inacceptable parce que trop archaïque vu par la CIA, et vous jugerez par vous-même si c'est vraiment inacceptable parce que trop archaïque. En tout cas, les autorités européennes rejettent ce texte. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur l'institution en question, sur les congrès avant. Après, je vais parler du concept d'intégration, mais peut-être s'il y a des questions. Alors rapidement, donc intégration, donc je vais d'abord essayer de donner un petit peu un aperçu de ce qu'on entend par là, de ce que j'ai compris qu'entendait l'Union Romanie Internationale. Et après, je ferai un rapide historique un petit peu avec des citations issues des différents congrès. Donc il faut distinguer bien sûr intégration et assimilation. L'assimilation étant la perte ou le renoncement, donc la perte imposée ou le renoncement à sa propre identité pour adopter celle de la majorité dominante ou de la société dominante environnante. Je vais essayer peut-être prendre deux images. D'abord, l'intégration, selon moi, est conçue par l'Union Romanie Internationale comme, on va s'imaginer un immeuble avec un sous-sol. Les Roms sont mis au sous-sol dans la société, c'est-à-dire qu'ils sont au plus bas, on va dire, de la société qu'est l'immeuble. Et le but, c'est au moins d'arriver au rez-de-chaussée et après d'arriver à monter dans les étages, prendre l'ascenseur pour arriver jusqu'au dernier étage. C'est-à-dire qu'il y ait des Roms un peu à tous les étages, quoi. Enfin, le plus de Roms possible en haut, mais qu'on ait des Roms de toute catégorie, de tout métier, je ne sais pas, des ingénieurs, des universitaires, des artistes, de toute profession, avec un statut digne et qui soit plus, on va dire, au sous-sol. Peut-être une première image qui me vient. Donc l'intégration, c'est ça, c'est redonner leur dignité, se redonner sa dignité au peuple rom. Autre image qui me vient à propos je lisais d'un texte de Jan Hancock, qui dit que les Roms sont considérés comme des citoyens, même pas de deuxième, mais de troisième classe dans les pays en Europe et aux États-Unis. Et donc l'intégration, je pense, ça viserait dans cette société que les Roms soient des citoyens de première classe, c'est-à-dire comme tout le monde. Donc finalement qu'il n'y ait plus de différence de première, deuxième ou troisième classe, et que tous les groupes humains, enfin tous les groupes d'une société, qu'il n'y ait plus de différence de classe et qu'ils soient tous à égalité. Donc on voit que dans cette vision-là, il n'y a aucun moment il est question de perdre son identité ou de renoncer à être Rome, de cesser d'être Rome en fait pour être intégré, malgré tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui en France, dans l'idéologie du moment. Donc c'est un idéal d'égalité, de respect et d'humanité, cette question d'intégration. Et donc c'est tout simplement cesser d'être marginalisé par la société environnante. Mais ce qui suppose, c'est pour ça que je dis que tout le monde, il n'y ait plus que des citoyens de première classe, qui suppose aussi une émancipation de la part des gadgets de la société en question. Rajko Đurić disait « La route des Roms passe à travers la route des gadgets ». Non, à travers la terre des gadgets. La terre des gadgets. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'émancipation des uns sans les autres, donc il faut lutter pour les uns comme pour les autres, ce qui suppose que les Roms soient actifs dans la société, soient actifs y compris politiquement, et que si les uns ne sont pas émancipés, les autres ne seront pas non plus. Donc si les Roms ne sont pas émancipés, c'est aussi parce que les non-Roms ne sont pas. Ça a été le tournant, le 4e congrès est un tournant. Auparavant, c'était des congrès de revendication
un peu pleurant, en disant oui, nous on veut aussi de l'argent, nous on se des bonnes conditions de vie, génocide, nous voulons, voilà. nous on veut des restitutions de guerre. Et à partir du 4e congrès, sous l'impulsion de Radico en particulier, il était dit oui, la route des Roms passe par la terre des gadgets et l'émancipation des uns est impossible sans l'émancipation des autres. Donc participation à la société pour la modifier, non pas simplement dans l'intérêt des Roms, mais dans l'intérêt de tout le monde, de l'harmonie commune, puisqu'on partage la même société, la même terre, la même planète. Enfin, vous connaissez le discours. Voilà, donc on peut dire que c'est plus une construction, enfin des revendications identitaires ou d'une construction plus axée sur l'identité aussi d'à partir des années 90, alors qu'on l'a vu dans les années 70 et 80, il y avait un peu les congrès étaient plus axés sur l'histoire, le passé, la persécution, voilà, sur un peu une victimisation aussi parfois dans certains textes, alors que là c'est revendicatif d'une manière différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le but, c'est que les Roms soient actifs dans cette société et contrairement à ce qui peut être en général la politique des sociétés gadgets ou des organisations diverses qui ne sont pas Roms ou qui vont apporter aux Roms la bonne parole, la bonne nouvelle, apporter de l'aide, de l'argent, de la scolarisation. Là, le but, c'est que les Roms l'obtiennent eux-mêmes, donc qu'ils soient actifs. Je vais vous donner un exemple. À la suite du congrès de Varsovie, justement, il y avait cette façon d'intervenir pour modifier. En 1994 a eu lieu à Budapest, dans la vieille mairie, un congrès organisé par l'Union romane internationale consacré à la paix en Bosnie. C'était en pleine guerre de Bosnie. Et donc il y a eu une réunion de délégués, d'experts de l'Union romane internationale d'un certain nombre de pays pour se demander si, en tant que Roms, il y avait une possibilité d'intervenir dans la médiation, pour donner des conseils, etc. Mais évidemment, on s'est aperçu rapidement que la machine, l'énorme machine, non seulement de guerre yougoslave, mais la machine des institutions internationales, qui est vraiment c'est énorme, c'est des tanks, des choses comme ça, soi-disant pour la paix, ne laisse pas le moindre espace pour apporter des idées nouvelles, alors qu'il les demande. Par exemple, tout ce qui est en Kosovo, on a vu ça plus tard avec l'UNMIK, etc., avec la base militaire de Prizren, tout ça. Donc c'était une certaine naïveté de penser qu'on pouvait apporter par exemple des propositions de médiation avec des gens qui vivaient en Bosnie depuis des siècles et qui avaient des bonnes relations avec les différentes foi, avec les différentes confessions, puisque non seulement la machine de guerre elle-même ne permettait pas, mais la machine de paix ne permettait pas non plus. Je vais maintenant, donc ça c'était pour une approche un peu générale du concept, on va dire, de ce qu'on entend par intégration. Je vais passer en revue très rapidement les différents congrès. Alors, je vais commencer par celui de 1978, j'ai eu plus de documentation dessus, où je vois par exemple, où il y a de nombreux discours qui sont faits, on va dire, sur les questions de fraternité, d'internationalisme et de droits de l'homme, on va dire, d'un point de vue global, avec les revendications de l'éducation, de l'emploi, du logement et d'une identité culturelle, qui sont, on va dire, des outils pour arriver à cette intégration, pour cesser d'être des citoyens de 3e classe. Et pour moi, c'est assez frappant de voir que la disposition qu'il y avait des tables et des chaises, on va dire, pour la discussion, la photo, elle est dans le... Où, en fait, les tables et les chaises étaient... Enfin, il faut s'imaginer 2 arcs de cercle concentriques, en fait. Alors, moi, je ne sais pas quelle réunion c'était, mais enfin, j'ai une photo où on voit que c'est pas disposé comme cette table, cette salle, par exemple, où tout le monde... où il y a un orateur qui parle et tout le monde qui écoute bien sagement derrière, mais quelque chose d'inclusif, en fait, avec des tables disposées en cercle, et où... Enfin, c'est le principe de la table ronde, par ailleurs, où tout le monde est à égalité et peut parler... entre pairs, enfin, à égalité les uns avec les autres et en pouvant se voir. Les revendications, donc pour arriver à cette intégration, on va dire, un des principaux outils était la reconnaissance en tant que peuple d'origine indienne,
indiens par la langue et par la culture, et leur revendication de préserver l'identité en développant une littérature et en enseignant un enseignement du romani à la fois aux Roms et aux Gadjés. Mais tout ça donc sur le modèle de ce qu'on avait en Yougoslavie, du concept de nation, c'est-à-dire d'une minorité issue d'un autre État, mais qui a tous ses droits culturels, linguistiques, le droit de créer des associations et de s'organiser. Gratan Pousson, je cite, dit que voilà, les Roms, nous n'avons jamais été déloyaux aux pays dans lesquels nous vivons, ce malgré les persécutions. Nous, les Roms, ne voulons pas d'assimilation, même quand elle est dite volontaire. Donc on voit que l'intégration, c'est aussi voilà, d'être à la fois Rome et citoyen de l'État dans lequel on est né, on a grandi. Pour montrer que l'identité Rome n'est pas contradictoire avec l'identité tchèque, par exemple. Donc voilà, la revendication de pouvoir conserver sa liberté et son identité nationale, au sens de nation. Donc c'est vraiment oui. Donc, on voit qu'on a la naissance d'un mouvement nationaliste rome au sens propre et premier de nation, c'est-à-dire un mouvement national culturel. Je vais passer au congrès de 1981, où les Roms, je cite, disent que nous les Roms voulons prendre en main notre propre destin, nous voulons continuer à vivre comme un seul peuple. Et où Jan Hancock, j'ai pas imprimé, donc cite que selon lui, l'existence même d'une minorité dans une société donnée est une menace pour la majorité, dans la mesure où elle montre elle seule, par sa simple existence, que les normes ne sont pas des universaux. Donc c'est ça qu'il faut combattre, c'est cette peur de la majorité, qu'est la majorité d'une minorité qui par sa simple existence est subversive. Donc, il cite que sont un obstacle à cette intégration au sens de reconnaissance de l'existence de la minorité, l'analphabétisme, l'impuissance politique, la marginalisation dans la société et le manque d'une intelligentsia, d'une élite politique universitaire. Il donne l'idée intéressante que pour combattre les stéréotypes, il faut à la fois donc de l'instruction, que les Roms doivent être plus instruits, il faut plus d'éducation, mais aussi il faut éduquer les Gadjés à combattre les stéréotypes, ce qui signifie qu'il faut instruire les Gadjés sur qui sont les Roms, leur histoire, leur langue. Il faut faire des cours de langue, comme on fait ici, donc à la fois à destination des Roms et des Gadjés. Il faut faire des dictionnaires, fournir aux journalistes, aux enseignants de la documentation et des informations de première main afin d'éviter que ce soit les Gadjés qui parlent des Roms à d'autres Gadjés et que les stéréotypes se perpétuent comme ça sans que les personnes concernées ne puissent s'exprimer. Donc finalement c'est le droit à s'exprimer qui est, on va dire, la chose principale en fait, l'élément de base pour l'intégration et pour l'émancipation. Youssouf dit aussi qu'on sait qu'on ne repartira pas en Inde et qu'il est impossible de réunir tout notre peuple en un seul pays, que par ailleurs on ne veut pas d'État et qu'on appartient au pays où on est né et on a grandi. Donc il ne faut pas nous nier nos droits de citoyens d'une certaine manière. On sait d'où on vient, mais on sait qu'on est dispersé, mais on est à la fois notre identité, on est à la fois Rome et, je le dis encore une fois, et citoyen de notre pays. Donc, ce qui signifie qu'on n'est pas moitié Rome et moitié tchèque, mais on est les deux à la fois. Je vais passer sur le point de l'école. C'est aussi une des idées qui est sortie du congrès de Varsovie, qui a été portée au Conseil de l'Europe, et qui est entré maintenant dans le discours, alors qu'auparavant, le Conseil de l'Europe, jusqu'en 92-93, encourageait les gens à être moitié-moitié. Les enfants issus de mariage mixte, c'était toujours l'exemple du moitié allemand, moitié italien. Et le Congrès de Varsovie avait dit qu'on était 100% tel et 100% autre. Et à partir de 92-93, on l'a vu, puisqu'on a eu des échanges avec le Conseil de l'Europe, c'est là qu'ils ont commencé à parler du cumul des identités, en disant oui, vous êtes toi fils d'italien et d'allemand, tu es 100% italien, 100% allemand, en fonction de ton choix. Est-ce qu'on pourrait distribuer, j'ai 3 documents à vous faire passer, donc
Tout en même temps. Oui. Je vais citer la déclaration, enfin on peut la regarder ensemble, en 2001, déclaration aux Nations Unies. Je résume un petit peu ce que dit ce texte, donc celui de 2001, où les Roms s'auto-affirment. Et ce qui est important, c'est de noter ça insiste que les Roms ne revendiquent pas d'État, contrairement à d'autres peuples minoritaires ou dispersés. Donc pas d'État-nation notamment, ce qui est un aspect fort dans le contexte moderne, où on sait que l'État-nation a pu être un élément de progrès à une époque, mais qui a, notamment au XXe siècle, au XIXe au XXe siècle, mené à des guerres, des catastrophes, et qui constitue une conception étriquée de la nation. Et qui dit que ce texte dit que voilà, dans le monde moderne, avec les changements, la nouvelle économie, la nouvelle politique actuelle, il est plus progressiste de ne pas revendiquer d'État-nation, et que de ce point de vue-là, les Roms constituent un idéal de démocratie, de liberté et d'égalité, et peuvent apporter par cette vision nouvelle et unique quelque chose, un plus, on va dire, un modèle, un apport aux sociétés gadgets environnantes. Et que le concept de nation se base donc sur la tradition, la culture, les origines et la langue commune, mais sans forcément, encore une fois, revendiquer un État, voire un territoire, ce qui est facteur de guerre, facteur de conflit et de mauvaises relations avec les autres nations, les voisins. Et que de ce point de vue-là, voilà, les Roms ont quelque chose à partager et à offrir, celle d'une identité transnationale, d'une nation transnationale qui dépasse cette question de l'État-nation. Donc c'est un nationalisme d'un nouveau type. Je ne sais pas si tout le monde a le texte. Donc ça c'est le texte Déclaration des Nations Unies de 2001. Après je vais passer au texte de 2004. Non, du coup je ne l'ai pas. Le texte. Du congrès de 2004 donc c'est le texte pour Strasbourg. Pour qui l'intégration nationale passe aussi par la reconnaissance de la langue et montre les Roms comme un modèle de coopération Est-Ouest, notamment on revient sur le fait que les Roms ne revendiquent pas de territoire à eux, toute minorité dispersée qu'ils soient. Mais revendiquent par contre idée nouvelle d'enseigner l'histoire des Roms à l'école, pour montrer l'esprit européen et transnational, encore une fois pour montrer les Roms comme un modèle possible et existant de minorités, et qui revendique aussi que les Roms soient traités comme d'autres minorités par l'ONU, telles que les Aroumains et j'ai oublié quel autre... Juifs. Et les Juifs. C'est-à-dire qu'il y ait des droits égaux accordés, des droits culturels et une reconnaissance égale accordée aussi aux Roms, qui rentrent sous le même statut. Voilà, en 2008, je cite quelques idées qui ont émergé lors du congrès de 2008, la reconnaissance des Roms comme une nation transfrontalière et non comme un groupe social. C'est-à-dire que là, c'est peut-être aussi une nouvelle maladie qu'on a dans les années 2000 et avec l'augmentation des migrations, où beaucoup d'anthropologues, beaucoup de politiques, où les Roms sont devenus, en fait, c'est ce qu'on disait pour sont devenus un groupe social, donc c'est devenu une catégorie sociale de pauvres, ou de pouilleux qui vivent dans des bidonvilles. Ça, non, c'est bien plus ancien. C'est les communistes qui disaient ça. Déjà. Donc là, en Union soviétique, il y avait parallèlement cette vision, d'une part, notamment de la part de Serguïevski, et la vision des Roms comme une ethnie avec sa langue, etc. Jusqu'en 1938. Et en 1938, la version ethnie a disparu et n'est plus restée que ça. Avec le discours, les Roms sont un résidu de l'ancienne société tsariste capitaliste qui disparaîtra d'elle-même lorsque le communisme aura vaincu sur Terre. Et ça a été repris par les Hongrois par la suite. Donc la revendication, là, c'est mais voilà, ça existe toujours, là, cette vision des Roms comme un segment social, donc comme
je sais pas, une classe sociale finalement, et donc ce qui signifie la négation de leur identité, de leur identité comme peuple et comme culture, mais avec aussi donc la négation de la langue, enfin, où on y est finalement, parce qu'effectivement un Rome qui n'est plus un pauvre cesse d'être Rome à partir du moment où il s'assimile, où il est assimilé, ou juste il est intégré au sens où il cesse d'être un citoyen de troisième classe. Donc c'est ça qu'il faut combattre. Et reconnaissez que c'est beaucoup plus facile pour un État de donner de l'argent. Vous avez des pauvres, on devrait donner de l'argent. S'ils s'en sortent, on n'a plus de problème. S'ils s'en sortent pas, c'est de leur faute. Alors que si on fait un travail pour changer la mentalité autour, ben ça fait une acrobatie mentale qui est beaucoup plus fatigante que de donner pour l'Europe les 27 milliards qui ont été donnés il y a quelques années pour les Roms. C'est rien comme dépense, à côté de la dépense énergétique, de faire changer la mentalité de 300 millions d'Européens. Et changement de mentalité qui consiste à faire accepter la culture rome sur un pied d'égalité avec la culture, les autres cultures minoritaires et la culture majoritaire. Donc d'accepter l'identité rome, le système, leurs propres valeurs, le système de la crise, de système juridique, et la contribution des Roms dans les sociétés, à la culture, à l'économie, à l'histoire de l'art, enfin juste à l'existence des Roms et à leur rapport dans les sociétés qui en général est parfaitement ignorée. Et ça serait relativement facile de faire accepter la véritable identité rome à tout le monde, mais évidemment, c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de faire accepter la caricature d'identité qui est véhiculée par beaucoup d'écrits d'anthropologues encore comme aujourd'hui. Et dernière chose, donc vous avez les statuts qui ont été les derniers statuts, enfin presque ceux de 2013 de l'Union Romane Internationale. Ils ont été un peu modifiés pendant le congrès de 2013, mais pas sur le fond, et où le préambule donne bien les idées les idées, on va dire, de cet organisme, de droits de l'homme, d'égalité, de justice, de démocratie, de tolérance et de paix. Et où le but que se donne l'Union Romane Internationale est de promouvoir les droits, de combattre les discriminations, et aussi de coopérer avec le maximum d'institutions partout où vivent les Roms, puisque l'Union Romane Internationale se donne aussi pour but d'améliorer le quotidien des personnes. Donc dans un idéal de coopération, ce qui est aussi dans la mentalité et la culture rome de consensus et de médiation, de discussion. Voilà, tout en continuant à soutenir la langue, la culture et la tradition. Voilà, je pense que, je ne sais pas si vous avez, c'est tout ce que voilà, vous avez le texte, donc ça vous pourrez lire vous-même. Je l'ai qu'en anglais par contre, du coup j'ai pas la version, pour ces 3 documents, j'ai pas de version en romanie. Ces documents, est-ce qu'on peut les trouver sur Internet, mais en langue française? Ça, je sais pas. En Roumanie, je pense. En français, ça m'étonnerait. Ouais, en Roumanie, aussi, c'est en Roumanie. C'est en Roumanie, en roumain et en anglais. D'accord. Ah, les statuts. Mais les autres, peut-être. Je sais pas. Il y avait un site de l'Union Romane Nationale et qui était fermé il y a 6 mois. Ouais. Il n'y avait personne qui voulait s'en occuper, c'était les Roumains qui devaient s'en occuper en fait, et puis ils n'ont pas fait le travail. Donc pour relancer tout, c'est trop compliqué. Et puis à l'heure actuelle, il faut dire qu'après la mort du président, l'Union Romane est dans une situation de crise grave. Il est mort d'une crise cardiaque au mois d'août. Et à l'heure actuelle, il y a des conflits entre tout un tas de gens qui veulent être président intérimaire. Il y avait un président intérimaire qui existait, mais qui a disparu dans la nature. Donc à l'heure actuelle, on peut dire que c'est une organisation virtuelle, elle n'existe pas. Bon, elle reprendra peut-être, j'espère qu'elle reprendra, parce qu'elle véhiculait quand même un certain nombre de choses importantes, notamment ce Parlement qui était fait par des vieux Roms habitués à la médiation, qui ne connaissaient rien du tout au mécanisme européen, au mécanisme bureaucratique, mais qui avaient le feeling de la médiation, et qui avait réussi à résoudre pas mal de problèmes avec les États eux-mêmes, notamment en ex-Union soviétique et en Scandinavie. Mais le parti Présidium, et comme le disait Ordo tout à l'heure, est beaucoup plus occidentalisé, beaucoup plus bureaucratique, etc. Maintenant, ils sont en train de se bouffer
pour savoir qui va prendre la place et quand on va faire un nouveau congrès, etc. Donc, je pense qu'il faut attendre, il faut de la patience. Mais c'était capital, parce que c'était capital acquis pendant 40 ans, et plus de 40 ans, et surtout reconnu par l'ONU. Reconnu par l'ONU, par le travail qui a été fait pratiquement jusqu'au congrès de Zagreb. Il y a eu un travail énorme qui a été fait. Après, ça a commencé à décliner. Il y a eu ces problèmes de religion évangéliste, etc., qui ont foutu la merde, comme on dit en sanskrit. Et puis donc maintenant, après la mort du pasteur, roi, président, ministre, et je ne sais pas quoi encore, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Alors son fils estime qu'en tant que fils du roi, il doit être aussi fils de président et hérité. Bon, c'est un brave garçon, mais qui joue au cow-boy, ça s'habille en cow-boy, etc. C'est pas vraiment une référence. C'est des questions. Oui, je voulais savoir, il n'a jamais été évoqué, soit lors de ces congrès, soit d'autres occasions, de faire en sorte que justement ceux qui font partie de l'élite Rome, qui s'en sortent bien, se rendent beaucoup plus visibles pour se faire connaître des gadgets, pour que justement les gadgets aient une image réaliste. C'est pas des décisions qui peuvent être faites comme ça. C'est la pratique. Oui, enfin, c'est la pratique. Faut peut-être. C'est la pratique, mais il faut induire. Il faut voilà, mais créer. Ça n'a jamais été évoqué Si, bien sûr, tout le temps. Par exemple, il y a toujours eu une volonté de promouvoir les Roms célèbres de l'histoire. On a un certain nombre de Roms célèbres de l'histoire qui ont été présidents. Par exemple, un des présidents du Mexique a été un Rome. Un des présidents de la Nouvelle-Calédonie a été un manouche, en fait, d'origine manouche. On a eu des peintres tout à fait comme Kandinsky, par exemple, ou Otto Müller, des peintres de premier rang et qui étaient roms, etc., et qui ne le cachaient pas, etc. Donc, on a beaucoup fait pour ça, mais ça passe pas. Ça passe pas parce que le Rome, si c'est une catégorie sociale, ça... Tant qu'on est catégorie sociale, on ne peut pas être considéré comme... on dit oui, c'est vrai que... Il y a un mécanisme. À l'époque du nazisme, les Roms devaient être coupés comme... On avait fait une caricature comme ça avec un arbre, et le fascisme devait couper à la hache le tronc. Maintenant, c'est différent. On coupe plus le tronc. Non, on dit on va bien le lisser. On va mettre un peu de cire dessus pour que ça marche bien. On va couper les racines les unes après les autres. On coupe l'identité, on coupe la langue, on coupe l'écriture, on coupe... Vous l'avez la caricature? Oui, je la cherche. On coupe tout. Quand on dit voilà, on a cette orthographe, ah mais non, ça ne peut pas marcher parce que vous avez tellement de dialectes, la langue n'existe pas. Quand on parle de l'origine indienne, mais non, vous avez été des pouilleux en Inde. Quand on parle de littérature, oui, mais cette littérature, en fait, c'était inspirée par les gadgets. C'est vrai que beaucoup d'écrivains roms, au début, ont eu le stimulus qui venait des gadgets. Mais les écrivains allemands ont été stimulés par le latin, les écrivains français ont été stimulés par le latin, les Hongrois ont été stimulés par les Allemands, le latin, etc. Les Tchèques aussi. Tout le monde a été stimulé par un autre. C'est le propre de la culture de se stimuler mutuellement. Mais quand on rentre dans le domaine rom, ah oui, c'est-à-dire il y a tout un discours qui est fait, qui est tenu d'ailleurs par la plateforme, ce qu'on appelle la plateforme académique Rom, où on a un certain nombre de gens qui font de la recherche, essentiellement en Allemagne et en Grande-Bretagne, qui systématiquement nient tout. Pour le génocide, c'est la même chose. Il y a la négation du génocide, disant que oui, bien sûr, il y a eu des problèmes, mais en fait, les Roms ont été exterminés, ou été tués, exterminés, parce que c'était jusqu'en 1973, les Allemands ont donné raison aux nazis, en disant que si les Roms ont été tués, c'était parce ils circulaient sans papier d'identité et ils n'avaient pas de plan. Ils circulaient sans plan ni sans but. Il y avait même un qui a dit qu'ils avaient été envoyés à Auschwitz pour contrôle d'identité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 70. Donc on est heurté, on se heurte à ça. Et c'est très difficile d'en sortir. C'est très difficile d'en sortir. Voilà, donc, oui, l'esclavage, on dit non, l'esclavage, c'est pas vrai. Ils étaient esclaves, c'est vrai, mais les autres étaient pauvres comme eux. C'est une différence entre quelqu'un qui est pauvre, mais qui est humain, traité comme un humain,
qui peut rester en justice, qui peut aller se plaindre, qui est vendu avec la terre et qui reste sur sa terre, et quelqu'un qui est esclave, qui ne peut pas rester en justice, qui ne peut pas se plaindre, qui n'a pas de responsabilité, qui n'est pas propriétaire de sa propriété. C'est-à-dire que s'il a un mouton, n'importe quand, quelqu'un d'autre peut venir lui prendre, tiens, ce mouton me plaît, je le mange. Voilà. Quand on est serf, si on a un mouton, ben on a un mouton, point final. Quand on est esclave, on n'a pas de mouton. On a le mouton, mais on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on va le manger le plus vite possible avant que les autres vous les bouffez. Ce qui crée des habitudes aussi graves. Même chose. L'origine, le génocide, il est nié, la littérature, elle est niée. Je veux dire, même le mot de Rome, comme Vadim Tudor dit que c'est un mot qui n'existait pas. Alors que la première attestation, elle remonte à 1372. C'est dans un rapport, dans un récit de voyage en Terre Sainte de Frescobaldi, un Florentin, 1381, qui dit que ces gens, ça s'appelle des Roms, avec la forme grecque de l'époque, et on a encore en grec aujourd'hui. Mais ça, c'est nié. Ce qui est nié aussi, c'est l'existence, c'est les valeurs, la crise, elle est niée. Les coutumes, etc., etc. La langue, l'histoire, tout ça, c'est nié. Donc on a tout un tas de vers. C'est plus la hache nazie, c'est ces vers qui rongent les racines les unes après les autres, mais de façon politiquement correcte. Voilà. La liste des grands Roms, il y a la liste des grands Roms. Alors elle est bombardée, sur Internet en particulier, par des gens qui rajoutent, qui la ridiculisent. En disant que quand on a été Rome, en disant que Charlie Chaplin était Rome, en disant que je ne sais pas quoi. Donc, ça fait rigoler les gens. Donc, ils ne croient plus les vrais Roms qui ont été des Roms importants dans l'histoire, dans la politique, etc. C'est pas si simple. Hein. On n'est pas en face de personnes qui sont prêtes à entendre, prêtes à écouter. Il y a beaucoup. Le négationnisme marche à plein dans tous ces domaines. Mais pour remonter le moral, il faut monter quelques photos de congrès. On ne va pas rester comme ça, uniquement dans le blablabla. Non, ça, c'est pas une photo de congrès, c'est la photo du drapeau des Roms de Prizren, qui est considéré comme un drapeau persan. J'ai plutôt l'impression que c'est du franc-maçon. Voilà. Après, On va passer vite. Voilà. Avec le représentant indien. L'UNESCO avait beaucoup appuyé le congrès de Varsovie, puisqu'ils avaient envoyé 5 représentants de très haut niveau de l'UNESCO. Voilà, là, on arrive l'année dernière. À Sibiu, l'année dernière. Voilà. L'ancien président, Stankiewicz, et le nouveau ici qui est mort. Derrière, on reconnaît Ackovic. Donc c'était très, très bien couvert par les médias roumains, qui eux étaient intéressés à se refaire une idée. Peut-être pas jusqu'à une virginité, mais en tout cas une image. La police fait partie. Oui. D'ailleurs, il a passé le reportage sur le loi roumain, le loi roumain. Ah oui. Le fils et le frère. Ouais. Il a montré son château, machin. Ça, c'était le président du Parlement. Pardon? C'est Esma. Qui discute avec Esma Rajepova. Lui, par exemple, c'est un sculpteur sur cuivre. Voilà, le fameux, allez-y, Vadim Tudor, le fasciste, avec sa fille, qui est au moins aussi fasciste que lui. Le Pen à côté, c'est un enfant de cœur. Hein. Mais pas à côté de lui, à côté de son groupe, à côté de son parti, des jeunes purs et durs de son parti. Alors voilà, c'est le fils du président qui est maintenant se croit président et qui habituellement, là il est en costume, mais habituellement il s'habille en cow-boy.
il n'a pas vraiment grandi. Là, vous reconnaissez, ceux de l'INALCO reconnaissent le délinquant de service. Ah ben voilà, il est habillé en cow-boy. Voilà.